Bon, donc je vais profiter de mon temps sur la route pour parler d'un sujet que qui m'a été présenté aujourd'hui par un de mes amis qui m'a envoyé un clip d'une émission de radio à Choix Radio X. L'émission, c'était avec JC. Je le connais pas super bien, mais je sais quand même c'est qui. Je le trouve quand même intéressant les fois que je l'ai entendu. Puis on m'a partagé une émission intégrale où on parlait, ça parlait un peu de philosophie, si on veut, philosophie générale sur la société. Puis ça faisait référence à une expérience avec 50 rats. Puis j'ai trouvé l'idée intéressante. Puis j'ai continué à faire des réflexions par rapport à ça. J'ai décidé de venir, de profiter du temps sur la route pour faire un petit peu de philosophie et continuer à penser là-dessus, vu que ça m'a été présenté aujourd'hui. L'expérience, en gros, je vais faire un résumé. Je pourrais placer le lien dans les commentaires ou dans la description, en fait. Mais l'expérience, en gros, puis là, moi, j'ai pas été lire les détails de l'expérience, fait que je fais juste résumer ce que je me souviens de l'entrevue. Mais c'était 50 rats. Ça a été fait dans les années 40. 50, quelque chose du genre. Puis il y a un professeur qui a décidé de prendre 50 rats, puis de créer comme une colonie, puis d'essayer de voir qu'est-ce qui arrive si tu essaies de répondre à tous leurs besoins, puis essayer de créer une colonie utopique pour rats, si on veut, puis voir qu'est-ce qui arrive dans un contexte où un animal comme un rat, en fait, l'animal spécifique, le rat, et les animaux spécifiques de la colonie spécifique qu'il a pris, parce qu'il y aura peut-être d'autres résultats à d'autres endroits dans le monde, mais bref. Lui a fait sa propre expérience avec son groupe de rats. Puis le but était essayer de recréer une utopie. Tous les besoins de base sont comblés, il n'y a pas de prédateurs, il y a de la bouffe à l'infini, il y a une répartition homogène de la population, donc à peu près 50% mâles, 50% femelles. En fait, je pense exactement 50% mâles et femelles pour commencer, c'est-à-dire 25-25. Puis, il a laissé aller. Puis là, l'expérience décrivait que, évidemment, les rats, ça se reproduit très vite. Fait qu'une des affaires qui est arrivée en premier, c'est qu'ils se sont reproduits très rapidement. Fait qu'ils sont arrivés à une population de 2600. Puis là, il y a eu beaucoup de changements de comportement. Là, lui, il fait juste faire un portrait rapide. Si je vais avec les conclusions, pas les conclusions nécessairement, mais ce qui a été présenté. Après un certain temps, il y a eu plein de comportements antisociaux. Il y a eu de la violence, du cannibalisme. Il y a eu les femelles ont commencé à arrêter de s'occuper des bébés. Il y avait de moins en moins de bébés. Le taux de mortalité chez les bébés a finalement tombé à 100%. Donc, évidemment, s'il y a un taux de mortalité infantile de 100%, la population ne peut pas continuer. Donc, la colonie a fini par éteindre. J'ai trouvé je sais pas, il faudrait que j'aille voir parce que jusque-là, l'idée est super intéressante comme scénario de pensée. Je connais pas les détails exactement. Si on veut s'en servir plus de façon littéraire, puis vraiment essayer de tirer des conclusions concrètes de tout ça, j'imagine qu'il faudrait avoir plus de détails un peu. Mais juste pour un exercice de pensée, je trouve ça intéressant. Puis moi, quand j'écoutais son reportage, l'affaire qui m'est venue en tête, c'est la dopamine. J'ai écouté d'autres reportages, d'autres vidéos quelconques, qui parlaient que qui ont fait des expériences, je pense probablement sur des rats aussi, je me souviens pas exactement. Puis quand un animal est complètement sans dopamine, je me souviens pas s'il avait fait une opération chirurgicale ou s'il avait juste comme déclenché de la dopamine dans le maximum jusqu'à ce qu'il en reste plus à d'être déclenché. Mais il disait que quand on n'a pas de dopamine, même si tu es en train de mourir de faim et qu'on te met de la nourriture juste devant toi, t'as même pas le goût de faire de l'effort de manger pour sauver ta propre vie. Donc, il m'est venu le parallèle avec ça, comme entre autres avec les rats et les mères qui s'occupaient plus de leur enfant. Le co-animateur a posé la question, il explique ça comment. Puis JC a répondu, je le sais pas. Il explique pas vraiment ça. Lui, il a fait
des recherches, puis il a publié les conclusions, puis les affaires-là, puis il n'a pas nécessairement trouvé une réponse à pourquoi c'est arrivé, mais il a expliqué que c'est arrivé. Ça nous autres un peu de tirer des conclusions après ça, puis de faire des hypothèses après ça, pour pouvoir les vérifier de toute façon ou d'une autre. Mais bref, ça m'a fait penser beaucoup à ça, à la dopamine. Je me suis dit dans un... Au-dessus, plus de ligne, là, je trouvais que la Tesla s'en allait sur le bord pas mal. Donc j'ai désactivé l'autopilote pour le garder dans les lignes. Là, on le voit, il ne voit plus de ligne pendant tout. Ça me mélange dans les rêves, faut pas. J'imagine qu'il aurait trouvé le côté de la route, puis il aurait pris ça comme étant comme la ligne, comme ça arrive souvent en campagne, puis il le fait quand même bien d'ailleurs en campagne. Souvent, il n'y a pas beaucoup d'espace. Au moins, la Model 3, c'est un petit modèle, fait que c'est quand même beaucoup plus facile pour lui que pour un gros véhicule de rester dans les lignes. Mais quand même, des fois, c'est assez étroit, puis là, il reste proche de la route, là, je trouve, là, puis il écrase pas trop la jaune. Fait qu'il fait quand même bien ça, puis ça, j'imagine qu'il aurait fait la même affaire. Il aurait été se placer sur le côté. Ben là, moi, je vois les petits collants, puis ben, je prends les petits collants comme étant la ligne. Là. Ici, ça vient d'être refait, clairement. Puis, on n'a pas de ligne encore pour l'instant. Donc, pour en revenir à l'anecdote ou la pensée sur les rats, sur la colonie de rats, ce qui m'est venu en tête, c'est que justement, dans un monde où tous tes besoins de base sont comblés, puis que tu as comme une dose de dopamine infinie, ben, j'imagine que la dopamine, ils ont fait un peu comme on fait dans notre société, sauf que notre société, on n'est pas complètement comblé, là. On a quand même besoin constamment de... Oh. Mais, c'est pas très joli ici. On va mettre l'autopilote. Bon. Où en étais-je? Donc, ouais, la colonie de rats, si tu as tous tes besoins comblés puis que tu as de la dopamine à l'infini puis que tu n'as pas l'espèce d'inverse de dopamine, parce que j'ai déjà entendu que le cerveau humain, en fait, se rebalance. Donc, quand tu as une dose de dopamine, tu as comme une espèce de joie. Puis le cerveau a un mécanisme naturel pour essayer de se rebalancer. On peut voir ça, moi je vois ça un petit peu comme dans le film Sans dessus-dessous, Inside Out de Disney, avec joie et tristesse, les deux personnages dans le cerveau. Donc quand joie prend le volet, dans le fond, dans notre cerveau, quand la dopamine est en haute quantité, ben, ça prend un mécanisme pour nous rebalancer. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un état de ballon en étant... Elle présentait ça comme une balance, justement. Puis dans un contexte où il y a de la dopamine énormément, dans un contexte où on met de la dopamine, ben là on devient plus joyeux parce que là on vient de déposer de la dopamine, fait que là, notre cerveau est comme en mode joie. Puis là, on a besoin de rebalancer ça pour revenir à un équilibre parce qu'on ne peut pas être tout le temps en mode joie. Sinon, le mode joie n'est plus un mode joie. Il n'y a plus de... Tu sais, sans la lumière, une espèce de lumière et ombre et tout. Donc, bref, pour avoir de la joie, mais ça prend la tristesse puis ça prend l'équilibre aussi entre les deux. Fait que... bref, notre cerveau a un mécanisme automatique de quand on a de la dopamine, de rebalancer ça. Donc, j'imagine, dans un contexte biologique, ancestral, quand nos ancêtres
mangeait des fruits sucrés parce qu'il avait été cherché hunter-gatherer dans le super ancien temps où ce que fallait faire beaucoup d'efforts pour manger, puis que là, il y avait quand même vraiment pas accès à autant de nourriture, puis que là, souvent, tu avais faim, puis que là, soudainement, c'est le temps des récoltes, ou que le groupe avec les récoltes en revient, puis que tu manges des fruits, bien là, le sucre envoyait une dose de dopamine, là, tu te sens super bien, puis là, ben c'est correct. C'est ce que le corps veut faire. Il va envoyer une récompense en disant « Hey, ça, c'était super bon, ça vient d'aider à ta survie. » Fait que là, ça, continue à faire ça, je veux aimer ça. Fait que là, lui, il rebalance aussi après ça. Puis là, ben, après ça, tu réussis à remanger quelque chose ou à te reproduire ou à certains des besoins primaires. Fait que là, chaque fois que tu réussis à combler tes besoins primaires et à comme aider ta situation de survie, ben, tu recevais de la dopamine pour récompenser ton corps puis créer l'espèce de mécanisme comme le Pavlov's dog, de tout le temps donner une récompense puis d'associer ça dans le fond. Donc chaque fois que tu faisais une bonne action qui aidait ta survie, ton corps récompensait ton cerveau, ton état d'être général par une dose de dopamine. Mais là aujourd'hui, dans notre société actuelle, c'est définitivement plus la même chose. On a accès à de la dopamine facile à travers toutes les drogues et substances. Puis là, ben, c'est sûr que la définition drogue en français est différente de la définition drogue en anglais. En anglais, les médicaments sont des drogues aussi. Fait que je pense que c'est plus facile, juste à cause du langage et de la culture, de comprendre que du café aussi, c'est une drogue. Puis tout ce genre de substances-là, c'est des drogues aussi. Donc, je pense qu'on a accès tellement facilement à des sources de plaisir instantané qui nous donnent une dose de dopamine, que ce soit le café, que ce soit la cigarette, que ce soit les drogues variées, l'alcool, la pornographie, tout ce genre d'affaires-là. On a accès tellement facile à des doses de dopamine constantes que c'est plus du tout le même mécanisme, il n'y a plus la même fonctionnalité dans notre existence quotidienne que ça l'a été biologiquement. Au début, la dopamine, c'était comme difficile à avoir, il fallait que tu fasses des efforts, il fallait que tu ailles chasser, puis après ça, il fallait que tu as chassé, puis que tu as réussi à tuer, tu as un hit de dopamine d'avoir réussi à tuer, puis à avoir réussi à combler les besoins personnels et de ta famille et de la tribu. Puis après ça, quand tu le ramènes, puis tu manges, bon, un autre hit de dopamine. Mais ça prenait beaucoup d'efforts, il y avait beaucoup de... C'était facile de contrebalancer les effets de la dopamine parce que tu n'avais pas autant de dopamine instantanée puis tu n'avais pas autant de dopamine facile. Aujourd'hui, c'est différent. Fait que là, je pense qu'aujourd'hui, en revenant, en faisant le parallèle avec l'utopie des rats, ben, l'expérience, en fait, qui se voulait d'être une forme d'utopie pour rats, ben, dans cette expérience-là, justement, il y avait comme la dopamine gratuite à l'infini, puis il n'y avait plus le contrebalancier de la dopamine. Tu n'avais plus besoin d'aller travailler pour obtenir ta dopamine. Tu n'avais plus besoin de te laver et de... Je sais même pas exactement c'est quoi une vie de rat, qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir se reproduire, mais tout ce qu'il a besoin de faire pour pouvoir combler ses besoins primaires doivent l'aider à garder un ballon puis à pouvoir rebalancer la dopamine. Donc chaque fois qu'il réussit à faire de quoi de positif puis à obtenir des doses de joie instantanée, mais il y a quand même beaucoup d'efforts à être fait pour rebalancer ça. Puis là, si je ramène avec notre société actuelle, on a accès très facilement à la dopamine instantanée, mais on a aussi au moins le contrebalancier. Il faut aller travailler, on a plein de contraintes de vie, on a plein d'obligations. Fait qu'on a l'espèce, à travers notre système, il y a une forme de balancier qui réussit à nous ramener. Puis là, je pense que, on dit que la société est peut-être potentiellement de moins en moins heureuse. Ben, une des explications potentielles qui peut me venir en tête face à ça, c'est un petit peu ça. Parce que oui, on a encore le balancier, le système de balancier, mais l'équilibre est beaucoup plus difficile à atteindre que ça l'était dans le passé ou que ça l'a déjà été à un certain moment dans l'humanité. Mais je pense que c'est pas vrai si on parle de toute l'histoire humaine. Il y a peut-être eu un petit 50 ans, mettons, là, entre 1900 et 1950, où ce que là, c'était rendu beaucoup plus facile de subvenir à ses besoins que ça l'a déjà été.
Puis c'était beaucoup plus facile de pouvoir rester en santé, puis d'avoir tes enfants qui réussissent à vieillir, puis à se rendre à l'âge de 5-6 ans, peu importe. Il y avait un très gros taux de mortalité infantile pendant une très grosse période de l'humanité. Bon, ben, dès les années 1900, tout ça, ça s'est amélioré vraiment beaucoup, mais beaucoup moins que ce qu'on a aujourd'hui, puis l'espèce de niveau de confort était beaucoup moins. Donc, il y avait peut-être un contrebalancier qui était comme tellement plus fort que c'était plus facile de profiter pleinement des doses de dopamine faciles que la société pouvait nous apporter. Tandis qu'aujourd'hui, peut-être que les doses de dopamine faciles sont tellement plus faciles et tellement plus fréquentes que ça vient nous débalancer, puis c'est beaucoup plus difficile pour nous autres d'obtenir un bon ballon intérieur à cause de cet accès facile à la dopamine. Donc, quand j'écoutais ce reportage-là, moi, c'est la conclusion qui m'est... Ben, c'est la conclusion. C'était mon intuition face à ce que j'entendais. C'était ma première pensée, ma première réflexion face à ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai entendu ça peut-être v'là quelques heures à peine, v'là une demi-journée. Fait que j'écoutais ça sur l'heure du midi tantôt. Puis là, on est en fin de journée. Puis pendant mon travail, je pensais un peu, puis je trouvais ça intéressant quand même d'essayer de faire les parallèles, où justement, je me suis dit, j'avais pas pensé initialement le parallèle avec... Ben, j'avais fait un parallèle avec la société, puis je me disais, ah, c'est intéressant parce que c'est justement la société d'aujourd'hui, c'est un peu comme l'utopie de ces rats-là. Puis là, on est rendu à un point où on a accès à tout facile, etc. Mais là, je me suis ramené ce bémol-là où je me suis dit, ah, dans le fond, pas vraiment. T'sais, on a une forme de balancier quand même à l'intérieur de la société, que oui, probablement que les doses de dopamine faciles sont rendues beaucoup trop intenses et faciles, ce qui amène qu'on est plus débalancé que la génération avant nous autres ou que les deux générations avant nous autres. Ça, c'est une nouvelle pensée. Puis je trouve ça intéressant comme parallèle parce que malgré tout, la société nous oblige constamment. On a quand même des menottes. On a des menottes dorées aujourd'hui, puis on a vraiment une cage dorée, je sais pas trop comment le dire, mais on est extrêmement choyé. On a accès à beaucoup de confort, beaucoup de luxe, etc. De divertissement à l'infini, puis tout le kit. Fait que je pense que c'est un des gros défis de notre génération puis de notre société actuelle. C'est premièrement, de prendre conscience de ça, de l'accès à la dopamine puis de l'importance de gérer sa dopamine. Et je dis ça en passant, je suis moi-même coupable de ce genre de choses-là. Je veux dire, moi-même, j'aime l'accès à la dopamine facile, puis j'ai plusieurs comme de mes vices qui sont pas des bons comportements, des choses que j'aimerais faire mieux ou prendre moins, ou etc. Puis que je fais pas parce que ben j'aime ça. Il y a un côté addictif. Puis il y a un côté addictif dans la substance elle-même, mais il y a aussi un côté addictif à ce que ça vient créer à l'intérieur de moi-même, à cette fameuse dopamine-là. Fait que je dis ça en étant conscient un peu plus que je l'étais dans le passé de ce phénomène-là, mais en sachant que je suis moi-même coupable de ce comportement-là. Et là, ben, je me demandais aussi tantôt un peu, c'est quoi les vrais comportements concrets que je pourrais apporter dans ma vie pour pouvoir améliorer comment je gère ma dopamine, en gros. Parce que, aussi stupide que ça peut se paraître, je pense que vraiment, c'est un des gros facteurs du bonheur. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, ça l'était peut-être pas il y a 50 ans, 100 ans. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, du moins ici au Québec, où moi j'habite, dans le contexte où moi j'habite, ben, je pense que ça s'approche quand même à plusieurs niveaux. Oui, j'ai des contraintes, effectivement, mais ça s'approche un peu de l'utopie dysfonctionnelle des rats qui a été expliquée dans l'expérience. Puis je pense que moi, pour pouvoir être heureux et balancé, j'ai besoin de mieux gérer ma dopamine. Il y a des choses que je faisais
qui nuisait à mon ballon, qui faisait que j'avais trop de dopamine trop souvent. Puis en plus, je pense que de ne pas réaliser ça. D'ailleurs, le film Sans dessus Inside Out, c'est un chef-d'œuvre. Je le recommande à tout le monde. Si vous écoutez, si vous ne l'avez pas vu, vous devriez vraiment l'écouter. C'est merveilleux. Vous devriez l'écouter avec vos enfants, vos neveux, vos nièces. C'est merveilleux. Puis c'est peut-être là qu'a commencé une partie de ma réflexion. C'est peut-être un peu le début de ma réflexion sur ça. Le balancier entre la joie et la tristesse est excellent. Puis comme c'est montré dans le film, sans dessus-dessous, on a comme un peu... au début, on a l'impression que sadness, que tristesse est comme presque l'ennemi. C'est presque... c'est vrai, j'ai juste pensé à ça. Il n'y a pas de méchant dans ce film-là. C'est donc moins intéressant. En tout cas, donc c'est ça. On a comme l'impression un peu que tristesse est un peu le méchant, parce qu'on est habitué qu'il y a un méchant dans toutes les histoires, puis quand elle est là, on est triste, puis c'est plate, puis tu sais, elle rend toutes les affaires tristes. Jusqu'à ce que ça arrive à plus ou moins la conclusion du film, qu'on a besoin de tristesse pour apprécier la joie. Puis en fait, littéralement, dans le film, c'est littéralement un mécanisme où un souvenir est devenu... J'en suis presque émotif à y penser, honnêtement. J'ai quasiment eu une larme ou un moton qui a pogné juste à y penser. C'est tellement beau, ce film-là. Elle regarde un de ses souvenirs un moment donné où elle a déménagé, puis là, tous ses beaux souvenirs se sont transformés en souvenirs tristes parce que là, sa vie a changé. Puis là, maintenant, quand elle repense à ces souvenirs-là, au lieu d'être rempli de joie, mais là, ça l'a rempli de tristesse parce qu'elle a déménagé. Puis là, quand elle pense à ses amis, ses moments de joie avec ses amis, au lieu de la remplir de joie, mais là, ça la remplit de tristesse parce qu'elle pense à ses amis. Puis, le mécanisme dans le film, justement, le souvenir passe de joie à tristesse, quand tristesse touche au souvenir, il vire bleu. Puis après, quand ça se repasse, je me souviens même pas toute la scène, là, mais je revois où elle se rappelle d'un souvenir où elle joue au hockey en tant qu'enfant. Puis le souvenir est triste. Puis le souvenir redevient joyeux. Non, c'est vraiment bon. Quand on y pense, pour de vrai, là, je viens de vivre un moment d'émotion. Je trouve ça bon. Je trouve ça excellent. J'ai vu ce film-là plusieurs fois. C'est un de mes films préférés. J'ai pensé à ce moment-là, à cette scène-là, déjà dans le passé. Mais on dirait que j'avais comme une mini-épiphanie, une nouvelle révélation qui vient d'arriver avec cette pensée-là là, par rapport à l'utopie de Ra et tout ça. Puis ouais, c'est vraiment bon. Puis la découverte là, de la dopamine, puis du balancier, puis tout ça. Ouais, c'est vraiment très bon. C'est vraiment venu me toucher. Je recommande très fortement à tout le monde. Puis c'est vraiment, c'est ça, la réflexion est tellement bonne. Puis là, ben, je m'étais en train de me dire justement avant de tomber dans ce parallèle-là avec Inside Out puis d'avoir mon petit moment émotionnel, j'étais en train de me dire c'est quoi les vraies choses que je peux faire dans la vie pour pouvoir mieux balancer ça, puis pour pouvoir avoir un meilleur balancier, puis utiliser ça mieux ce mécanisme-là de joie et tristesse. Parce que je pense que pendant longtemps dans ma vie, puis je pense que probablement que beaucoup de ceux, s'il y a des gens qui écoutent ça, probablement que beaucoup d'entre vous qui écoutez ça, vous avez déjà ressenti ça. Quand vous êtes triste, vous avez l'impression que c'est parce que vous avez fait une erreur. Normalement, si vous aviez bien géré votre vie, puis que les choses étaient comme elles devraient être, puis vous n'aviez pas fait tant d'échecs, puis que vous n'étiez pas un échec, que vous n'auriez pas ce moment de tristesse-là actuel. Mais je pense que c'est tellement profond de réaliser que non, ce moment de tristesse-là, c'est un mécanisme essentiel de notre cerveau pour pouvoir vivre les moments de bonheur.
Donc, je pense que maintenant, j'apprécie plus les moments où ce que la vie est plate. Les moments là, les moments plates, les moments de tristesse, mais je les apprécie plus qu'avant. Je n'ai pas l'impression que c'est un échec personnel et que je devrais pas être en train de vivre ça, puis que j'essaie beaucoup moins de... grâce à ça, j'essaie beaucoup moins de l'éviter. Ceci dit, je fais quand même évidemment beaucoup d'évitements dans ma vie. J'imagine qu'on est tous coupables de ça un peu. Puis il y a de la réflexion, puis il y a de la psychanalyse très fortement, très fort probablement qui aurait besoin d'être faite pour aller chercher la racine de tout ça. Mais je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'aider à être plus balancé. Une des choses, je dirais numéro 1, l'en prendre conscience. Donc, ce que je viens juste de faire là, pour tous ceux qui ont écouté jusque-là, ben dans le fond, je pense que... Puis tout ça avec qui ça résonne, puis vous êtes comme « Hey, crime! » Bon, ben, la prise de conscience est comme faite. Fait que ça, je pense que c'est l'étape numéro 1, d'en avoir conscience. Puis à partir de là, on peut s'approcher d'une meilleure balance intérieure. L'étape numéro 2, j'imagine à quelque part, c'est d'aller générer soi-même ce genre de situation-là de tristesse. On va appeler ça la situation de tristesse. Ce que je veux dire par tristesse dans ce cas-ci, c'est le contrebalancier, donc l'inverse un peu de la dopamine, donc les moments plates, les moments difficiles, les moments pénibles. Donc un peu de générer ça de moi-même. Fait que là, je me suis dit, je veux pas d'être triste dans la vie, je veux pas aller commencer à créer des chicanes avec les gens pour commencer à être triste ces affaires-là. Fait que quelle façon je peux générer des moments plus pénibles, des moments plus difficiles, de façon plus positive que juste essayer de vivre la tristesse, mais essayer justement d'utiliser ça à mon avantage. Fait que je me suis dit, un des éléments qui me vient en tête, c'est l'entraînement. Donc l'exercice physique, je pense que ça a beaucoup d'avantages sur la santé mentale et sur l'équilibre du cerveau. Puis en plus, ça a le bénéfice de demander un effort et de créer un inconfort. Donc ça doit être une forme de mécanisme qui aide à se rebalancer. Donc je me suis dit, je veux commencer à m'entraîner. J'ai déjà commencé légèrement, puis là, ben, je me suis dit, dans cette optique-là, là, je vois qu'il y a des travaux qui commencent, fait qu'on va ralentir. Je me suis dit, dans cette optique-là, des affaires comme le VR, c'est un bon truc. C'est un super bon truc parce que quand je fais du VR, je m'entraîne quand même très fort. Puis je m'amuse. Fait que il y a de la dopamine aussi, il y a du plaisir, tout le kit. Puis je suis capable d'aller me chercher. Fait que là, je me disais, tu sais, pourquoi me taper l'inconfort d'aller dans une salle de gym quand j'ai accès à quelque chose comme le VR où je peux m'amuser puis aller chercher les mêmes bénéfices. Là, en passant, je reste très concentré sur la route parce que je suis sur l'autopilote présentement puis on est en zone de travaux. Fait que je veux m'assurer que l'auto réagit comme je veux qu'elle réagisse. Ben ouais, je me suis dit probablement qu'une des meilleures choses que je pourrais faire serait de me réinscrire à un gym et de refaire des séances d'entraînement plat. De volontairement pas chercher une atmosphère de dopamine. Je ne ferai pas par exemple le rendre ça le plus plat possible. Juste de par l'effort, il va y avoir une forme de balancier qui revient. Puis il y a de la dopamine après ça, vu que j'ai fait mon effort. Il y a de l'endorphine, des affaires-là pour me récompenser d'avoir fait les efforts. Donc je veux essayer de refaire une forme d'exercice musculaire qui demande un vrai effort, qui est pas comme le VR. Parce que là, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai fait toutes sortes d'affaires, puis ben, j'essayais un peu de tricher de cette façon-là.
où je m'entraînais le plus possible dans des situations de joie. Puis, ben c'est ça. Ça avait plusieurs avantages. Je trouvais ça le fun de pouvoir... il y a une bouche dans le char et en pire autour. Je trouvais ça le fun de pouvoir m'entraîner en ayant du plaisir. Ce que je vais pas arrêter de faire automatiquement en passant, là. Je vais pouvoir continuer à m'entraîner, à jouer au tennis, à faire du VR, puis à essayer de faire des séances d'exercice dans une situation de joie et de dopamine. Mais aussi essayer de faire l'inverse un peu. Fait que ça, c'est une des façons que je me suis dit que je pourrais essayer de moi-même générer un espèce de contrebalancier. Un espèce de... un moment d'inconfort qui est choisi, qui est bénéfique, qui va m'aider à rebalancer mon cerveau et me permettre de réapprécier la dopamine à son plein potentiel. Fait que ça en est un. Je me suis dit aussi le jardinage. Moi, j'aime le jardinage. Puis le jardinage, il y a une petite forme de dopamine. À quelque part, j'imagine, parce que j'aime quand même ça faire ça. Mais je pense que la raison, puis je me l'expliquais mal pourquoi j'aimais ça faire ça autant. Depuis que je suis revenu, j'ai commencé le jardinage. Puis c'est quelque chose que, étant jeune, ça m'intéressait très peu. Et je viens d'une famille de fermiers, je viens de des... Tout le monde a fait du jardinage, tout le monde a fait ce genre de choses-là. Il fallait que je fasse ça quand j'étais jeune, j'allais cueillir des fruits, etc. Ça m'a jamais intéressé du tout. Je suis extraordinairement surpris qu'à l'âge de 35 ans, je me sois découvert une forme de passion avec ça. Mais c'est ce qui est arrivé. Puis là, ben, je me suis demandé plus d'une fois pourquoi j'aime ça. Je comprends pas pourquoi j'aime ça. Je demandais à ma mère une fois, tu sais, elle me disait, hey, tabarouette, t'es patient, tabarouette. J'y ai demandé, est-ce que je suis vraiment patient? Est-ce que je suis une personne patiente? Est-ce que tu me considères comme une personne patiente dans la vie? Puis là, elle m'a dit comme, en général, non. Fait que là, ben, j'ai dit justement, c'est fascinant, mais ça me demande pas de patience de faire du jardinage. Je peux arracher des mauvaises herbes pendant des heures, puis je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait du bien. Ça me crée un effet de bien-être. Mais ça demande un effort quand même. C'est pas... je paierais pas pour... Ben, en fait, je paye pour jardiner, là, le pire de tout, parce que il y a une récolte au moins à la fin. Ce que je gagne présentement d'ailleurs, là, parce que là, je suis dans la période des récoltes. J'ai récolté à peu près 500 tomates dans les 10 derniers jours, puis j'ai fait 2 grosses batches de sauce tomate. Puis là, je m'en vais chercher des choses pour essayer de faire des recettes, parce que je voudrais avoir une compagnie de produits maraîchers, avoir des sauces, des sauces asperges, ce genre de choses-là dans le futur. Qui viendrait du jardin. Donc, c'est ce que je m'en vais faire à l'instant. Donc, bref, c'est ça. Je paye pour faire du jardinage parce que ça m'a coûté quand même assez cher, honnêtement, là, tous mes outils, toutes mes... les graines, les lampes, les sacs, les pots, les tout, là. Fait que ça m'a coûté quand même cher, honnêtement, jusqu'à maintenant pour jardiner. Fait que dans le fond, oui, je suis prêt à payer pour jardiner. C'est ça, c'est une drôle d'activité, puis je pense que ça s'explique à travers ce mécanisme-là. À travers le mécanisme du balancier. Je pense que c'est pour ça que j'allais chercher autant de bien-être et autant de joie à travers le jardinage, même si concrètement, pendant que je jardine, c'est pas un moment de grande joie. Fait que ça en est un deuxième. L'entraînement. Ça aussi, tu sais, dans les deux cas, c'est des affaires où il y a aussi des bénéfices physiques, c'est comme physiologiques, biologiques qui vont venir avec ça. Donc, ça vient, je crois, vraiment aider le bien-être général. Fait que là, ça, c'est la deuxième idée. La troisième idée, qui me tente définitivement beaucoup moins, puis qui va être définitivement un beaucoup plus gros sacrifice que les deux autres. Eh bien, cette idée-là, c'est l'alimentation. Et là, je m'explique. J'ai pas le goût d'arrêter d'aimer manger. Tu sais, j'ai pas le goût de me forcer à manger des affaires que j'aime vraiment pas. Par contre,
crois qu'il y a des efforts à être faits là. Je pense que c'est une des sources de dopamine instantanée qu'on va chercher, de dopamine facile et cheap qu'on va chercher à travers la bouffe. Puis je pense qu'il y a des efforts que je peux faire là. Comme exemple, le Coca-Cola. Moi, je suis quelqu'un qui a bu du Coca-Cola toute ma vie, puis qui en a bu beaucoup trop, puis que là, essaie de faire des efforts présentement sur ça. Donc, je crois que, déjà, de prendre moins de Coca-Cola va aider mon bonheur général, parce que ça va être une dose de moins, probablement par gorgée, honnêtement. Là. Chaque gorgée est probablement une petite dose de dopamine instantanée de moins dans ma journée. Donc, en réduisant de moitié ma consommation de Coca-Cola, ben, je réduis de beaucoup ces petites doses constantes de dopamine à travers la journée. Puis je pense qu'il y a moyen de faire ce genre de mécanisme-là à travers mon alimentation en général, où ce que je vais aller chercher des bénéfices de santé, puis je vais en plus aider à rebalancer en contrôlant mieux la dopamine. Fait que c'est les trois choses qui me sont venues en tête. Fait que là, j'arrive à destination. Je pensais sincèrement pas que j'allais parler tout ce temps-là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire comme vidéo avec ça. Fait que tout le monde, je vous souhaite une très belle fin de journée. Salut tout le monde.